recherche de solutions législatives inclusives, les députés se retrouvent encore ce vendredi. La plénière de ce jeudi annoncée pour trouver la porte de sortie à la crise actuelle n'a pas été du tout apaisée. Cotonou abrite depuis ce 28 mars 2019 une rencontre de haut niveau des ministres des Transports, des Infrastructures et ceux de la Santé des pays de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Et puis, conférence de presse du directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Il s'agissait d'informer l'opinion publique sur la suppression du livret de bord pour les véhicules à partir de 4 roues. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. La plénière de ce jeudi annoncée pour trouver la porte de sortie à la crise actuelle n'a pas été du tout apaisée. À l'ouverture, le président Mbedi a convié la commission des lois à présenter son rapport sur les 2 lois dérogatoires complétives et modificatives à la charte des partis politiques et au code électoral. Ce rapport de la commission a fait des observations qui sont loin d'amener au consensus. Suivant ici le rapporteur Orden Aladati. Après ces propos introductifs, le débat général qui s'en est suivi a révélé des divergences d'opinion sur des questions majeures, aussi bien sur la proposition de loi dérogatoire à la charte des partis que sur celle dérogatoire au code électoral. La première divergence majeure est relative à la proposition de loi dérogatoire à la charte des partis politiques soumise à l'étude des députés, qui n'est pas celle validée par le comité paritaire, voire le fruit des réflexions concertées des acteurs politiques engagés dans le processus. Pour certains commissaires, il s'agit là de l'expression d'un défaut de consensus qui ne saurait être recherché au niveau de la commission. La seconde divergence profonde porte sur le contenu des propositions de texte en étude. En effet, une partie des députés soutient l'impérieuse nécessité pour les commissaires d'étudier et d'adopter des mesures dérogatoires aux lois 2018-23 portant charte des partis politiques et 2018-31 portant code électoral, alors que d'autres proposent leur gel au profit des 2 anciennes lois qu'elles abrogent. Une autre tendance des commissaires estime que les problèmes que pose la charte des partis politiques ne sont pas du fait de la loi elle-même, mais de son application. Pour ceci, les solutions aux difficultés apparues sont plutôt d'ordre administratif et non législatif. La plupart de ces commissaires considèrent le retour aux anciens textes comme un recul inacceptable. Face à ce défaut manifeste de consensus, la commission, à la majorité des membres présents, a jugé inutile d'engager à ce stade des discussions particulières et de s'en remettre à la plénière. La parole a été donnée aux députés qui se sont évertués à défendre chacun sa position. On écoute ici quelques-uns. Nous sommes plus déçus qu'au cours des travaux en commission de loi, les gens ne pensaient pas véritablement au pays. Ils pensaient à l'heure de conduction. Ils pensaient à cette stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde. Au-delà du fait que la stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde les favorise, ils doivent savoir que cela remet en cause fondamentalement la stabilité du pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ces gens-là veulent brûler le pays. Mais nous allons les aider à sauver la démocratie. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Au moment où on est en train de chercher le consensus et vous avez affecté la proposition de loi dérogatoire, une petite partie de l'opposition se lève pour dire non, on n'est pas d'accord. On va retrouver le consensus où? Désormais, il s'agit pour l'opposition soit de rester dans le statu quo et d'accepter de respecter les textes en vigueur, soit d'accepter un réajustement législatif conditionné par la révision de l'article 80 de notre Constitution. Consciente
de toute la guerre menée par elle-même pour fustiger toute modification de la Constitution, l'opposition se trouve ainsi prise à son propre piège, puisque cette option de révision n'arrange qu'elle seule. C'était le piège. Il fallait faire en sorte, créer les conditions pour qu'on se sente obligé de se ligoter dans une révision de la Constitution. Vous voyez, Monsieur le Président, le peuple rose est découvert. Ils ont fini par s'exprimer aujourd'hui pour dire ce que nous voulons, c'est de nous venger de vous. Vous avez refusé la révision de la Constitution pour aller aux élections, vous allez boire la révision de la Constitution. Non, il n'y aura pas révision opportuniste de la Constitution. Nous y sommes opposés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on condamne le parti bloc républicain, on condamne le parti Union progressiste d'être respectueux des textes. Voilà, Monsieur le Président, je ne voulais pas dire plus que ça, mais dire tout de même que nous sommes toujours ouverts. S'ils pensent qu'il y a des solutions pour qu'ils rattrapent encore le processus, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas faire autrement s'il y en a qui ne veulent pas aller aux élections. S'il y en a qui opposent le consensus préalablement à une assise nationale. Monsieur le Président, les collègues qui aujourd'hui ont bloqué la recherche de consensus, mais qui crient à la fin, les portes sont ouvertes. Je me demande si ce ne sont pas des portes blindées, donc eux seuls ont la clé. Eux seuls ont la clé. Ils doivent reconnaître qu'ils ne veulent pas de ce qu'on... Il faut dire qu'une porte de sortie semble enfin s'offrir après une suspension qui aura connu quelques pourparlers. Le président maître Adrien Mbedji annonce la nouvelle procédure. Nous prenons acte du rapport qui a été déposé. Nous ne votons pas là-dessus. La raison pour laquelle nous prenons acte, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus. C'est clair. Donc, si nous sommes d'accord, nous prenons acte, nous mettons ça de côté et demain, nous essayons d'introduire d'autres textes, à condition qu'ils soient signés par les deux côtés, par l'opposition et par la mouvance. Là, nous saurons que, bon, c'est des textes consensuels. Nous essayons d'introduire de nouveaux textes, propositions de loi, et si c'est signé des deux côtés, nous faisons débat, tout d'abord commission, débat, et nous les votons. Voilà. Nous donnons une dernière chance aux belles paroles qui ont été prononcées ce soir, qui honorent notre Assemblée nationale, qui nous permettent de donner espoir au pays que nous avançons vers une solution consensuelle. Cotonou abrite depuis ce 28 mars 2019 une rencontre de haut niveau des ministres des Transports, des Infrastructures et ceux de la Santé des pays de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Cette rencontre a pour objectif global de faire le bilan de ces 16 ans d'exercice, de revisiter le mandat de local et de l'adapter au nouveau contexte sur le corridor afin de répondre aux besoins des populations. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotane, représentant du chef de l'État. C'est un reportage de Aristide Seting et Denis Maroya. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Nigeria et du Bénin. Les ministres des Transports, de la Santé, les présidents des chambres de commerce et d'industrie, des présidents des patronats des pays membres et les partenaires techniques et financiers sont à Cotonou depuis ce 28 mars 2019 pour présenter le bilan des 16 années d'existence de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au CAL et ses nouveaux défis. Dans son discours, le ministre Béni
béninois des infrastructures et des transports, Alassane Seydou, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, est revenu sur les menaces qui guettent les compatriotes et étrangers qui empruntent le corridor. Le peuple béninois se sent fier d'appartenir à cette communauté liée par la route du corridor allant d'Abidjan en Côte d'Ivoire, passant par le Ghana, le Togo et arrêté à Lagos. Cette route qui finalement lie une partie du destin de nos populations appelées à se mouvoir pour des raisons de commerce, de travail, de tourisme et pour aller à la rencontre de leurs familles. Comment rester insensible aux menaces qui guettent plus de 45 millions de nos compatriotes et étrangers vivant parmi nous qui empruntent quotidiennement les 1100 km du corridor Abidjan-Lagos. Ces menaces qui ont pour nom les risques de contamination par le VIH-Sida et autres maladies transmissibles, l'insécurité routière, les tracasseries frontalières et l'inconfort. Pour le ministre d'État Ablaye Biotchane, représentant du président Patrice Talon, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au CAL fait face aujourd'hui à de nombreux défis qui impliquent que ses pays membres lui trouvent un nouveau positionnement qui lui permette d'y faire face. Il n'a pas manqué d'afficher l'engagement du gouvernement béninois d'accompagner le programme. Le slogan que mon collègue vient de rappeler tout à l'heure, qui dit « Le développement de la route est la route du développement » reste encore vrai dans notre sous-région. Et c'est donc à juste titre que le gouvernement du Bénin affiche clairement sa volonté à soutenir le programme de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, dont les actions sont compatibles avec notre propre programme d'action de gouvernement. Environ 9000 nouvelles infections et plus de 34 000 décès ont été évités de 2003 à 2018, grâce aux interventions de l'OCAL. Ce qui se traduit par la baisse de 67% de la prévalence du VIH-Sida chez les professionnels de sexe. La réunion de Cotonou est donc l'occasion pour les gouvernements des pays membres de définir de nouvelles perspectives pour l'OCAL. Faut-il le rappeler, le corridor Abidjan-Lagos est un axe routier de près de 1000 km qui relie les capitales économiques et les principaux ports des 5 pays membres. 30 millions d'habitants vivent le long de cet axe ponctué de 8 postes frontières. Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, était face aux hommes des médias ce jeudi 28 mars 2019, occasion pour Thomas Agbeva d'informer l'opinion publique sur la suppression du livret de bord pour les véhicules à partir de 4 roues. Une décision qui prend effet à partir du lundi 1er avril 2019. Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Gidas Bevi, Honfort et Damien Pedro. Les réformes opérées dans ce sous-secteur riment parfaitement avec le programme d'action du gouvernement, surtout pour ce qui concerne le pilier 2 à stratégique 4. En ce qui concerne le sous-secteur des transports terrestres, vous convenez avec moi, chers journalistes, que ce sous-secteur est dans une mutation profonde en termes de réforme depuis 2016. La procédure d'immatriculation des véhicules des corps diplomatiques est assimilée en République du Bénin, contrairement à ce qui se faisait par le passé, et le délai d'immatriculation est ramené à 48 heures, jusqu'en décembre 2018. Pour ce qui concerne l'immatriculation des autres composantes de véhicules, surtout les véhicules à 4 roues et plus, le délai d'immatriculation qui était préalablement de 2 semaines est ramené à 72 heures jusqu'en décembre 2018. Je prends le mois de décembre 2018 comme référence parce que le Conseil des ministres du 19 décembre 2018 a mis encore l'accent sur une réforme phare. Vous savez, notre pays évolue dans un espace communautaire, dans un espace sous-régional et international. Et il est analysé par le Conseil des ministres que le titre de transport, communément appelé livret de bord, est devenu un titre superflu et redondant, donc de moindre importance.
En ce sens que, si nous prenons les 8 pays de l'UEMOA aujourd'hui, seul le Bénin continue d'utiliser ce livret de bord comme titre de transport. Si nous allons à l'international, si vous allez à Paris aujourd'hui, le livret de bord n'est utilisé nulle part comme titre de transport. À l'analyse, le gouvernement de la rupture a estimé et a décidé de la suppression de ce livret de bord pour compter du 1er avril 2019. Du 1er avril 2019, c'est-à-dire pour compter du lundi prochain. Alors, la pièce d'identité d'un véhicule, chers amis journalistes, c'est la carte grise. Nous achetons tous, ou pratiquement tous, des véhicules d'occasion. Et les véhicules d'occasion ne viennent presque jamais, ou moi je n'ai jamais vu d'ailleurs, un livret de bord accompagner un véhicule d'occasion. Ce qui vient le plus souvent, c'est la carte grise qui constitue la pièce d'identité du véhicule. Le livret de bord, jusque-là, sert tout simplement à la visite technique, sert à des mentions d'assurance. Ailleurs, la visite technique et l'assurance sont matérialisées par des systèmes de macarons. On a essayé d'instruire toutes les structures d'assurance au fin de se conformer à cette norme internationale. Le Conseil des ministres s'est tenu mercredi dernier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Je vous propose de suivre le point fait par le ministre Oswald Omeke. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, audit de la gestion du service du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années de 2011 à 2017. À la suite des malversations relevées au greffe du dit tribunal lors de la passation de service entre le greffier en chef entrant et le greffier en chef sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie aux fins d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffrent au total à la somme de 3 183 447 286 francs CFA, au lieu d'1 515 550 331 francs CFA initialement découverts. Négociations pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre des études et du suivi des travaux au niveau de certains hôpitaux en République du Bénin. Par la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement œuvre à promouvoir un système de santé performant, offrant des soins de qualité et accessibles à toute la population. La récente construction de l'hôpital de zone d'Alada, dont la maîtrise d'œuvre a été assurée par le cabinet japonais architecte Endo Takeshi, entre dans ce cadre. Au regard des prestations satisfaisantes que ce cabinet a délivrées, le Conseil a autorisé le ministre de la Santé à engager des négociations en vue de la maîtrise d'œuvre, des études architecturales et techniques, puis de la supervision des projets suivants. Construction et équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire Adjara à Vrankou à Promisrété. Construction et équipement d'un hôpital de référence de 150 lits dans la commune de Ouida. Extension et équipement de l'hôpital de zone d'Alada-Zé Tofo pour les spécialités de rang universitaire, de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et des salles de cours. Les négociations avec le même cabinet porteront également sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets de construction des hôpitaux de zone d'Adjoum Bonou Dangbo et de Zogodome Boikon Zapota.
Adoption d'une politique nationale de promotion des investissements privés pour la période 2019-2025. La dite politique est élaborée pour donner une plus grande cohérence aux actions d'investissement et assurer une bonne exécution, ainsi qu'une meilleure coordination des projets-programmes sur la période considérée. Le président du parti Restaurer l'Espoir était face à la presse dans l'après-midi du mercredi dernier. Cette sortie médiatique est organisée à la veille de la séance plénière du Parlement devant statuer sur les propositions en vue des élections inclusives de 2019. Dans son intervention, candidat Zanaï a évoqué des menaces d'emprisonnement dont il aurait fait objet. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention au micro de Carole Olaye et Fiak Voïtan. La piste Ngoumbedji monte ses limites et échoue. On l'avait prédit. Le président Ngoumbedji a dit, je n'arrive pas à réunir le consensus, je ne peux pas le faire. Ok, je donne ça à la commission des lois. La commission des lois dit, je donne ça à la plénière. Sachant pertinemment que personne n'a trouvé un résultat consensuel comme ça. Ça n'existe pas dans le monde. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de force exécutoire. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote a lieu. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons? Nous observons le pourrissement de la situation, de la solution Ngoumbedji. Pendant le même temps, nous observons un autre pourrissement qui est animé, entretenu par les thuriféraires de Patrice Talon retranchés au sein du BMP et sous l'armure prédatrice de la dictature de la majorité parlementaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes se réfugient derrière la loi de la majorité et font un braquage et font obstruction au consensus et disent qu'il n'y a pas de consensus. On avait prévu ça. C'est dans ce contexte-là que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, après avoir été reçu à sa demande, nous fait une déclaration. Et je voudrais poser la question. Qu'en est-il de l'engagement fait par Patrice Talon et rapporté par Nicéphore Soglo? Et je cite le président Nicéphore Soglo. Il dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. 1. Parlant du président Talon, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. C'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai écouté. 2. Il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de M. Gagné, Monseigneur Gagné, d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. Fin de citation. Nicéphore Dieudonné Soglo, déclaration sur la crise de la démocratie au Bénin, le pays des conférences nationales souveraines en Afrique, Cotonou, 21 mars 2019. C'est sa décision, c'est ça, cette déclaration. L'autorité politique et religieuse était le week-end dernier à Djara pour une grande prière pour la nation béninoise. Il s'agit d'une initiative de la confrérie Adrasoua de la Rose, qui est une congrégation des cultes endogènes qui œuvre pour la paix au Bénin et dans le monde entier. C'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir ici au temple de la Sainte Confrérie Adrasoua de la Rose, dans la commune d'Adjara, pour une grande prière sur la nation béninoise, sur les institutions de la République, le gouvernement, pour des élections législatives apaisées en cette année 2019. La cérémonie de ce jour est la consécration de plus de 7 jours de prière et de jeûne entamés par les fidèles dans notre confrérie dans le sens de la paix au Bénin. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir compris l'urgence et la situation en confiant au président de l'Assemblée nationale la mission de concertation de toute la classe politique pour des élections législatives et apaisées. Nous prions l'Éternel d'être toujours le guide de nos dirigeants pour des décisions
dans l'intérêt du peuple tout entier. C'est devenu une tradition pour nous ici, à la confrérie Adiara Assoir de la Rose, de déverser des prières sur la nation à la veille de chaque échéance électorale, afin que la paix règne sur le Bénin et que le scrutin se déroule sans difficulté. Vive la Sainte Confrérie de la Rose, vive les cultes endogènes, que les bénédictions soient, je vous salue. Président de la République, cher papa Patrice Talon, nous, vos petits-enfants, nous vous saluons pour tout ce que vous faites pour préparer un avenir meilleur pour nous et après nous. Nous prions beaucoup pour vous, pour que la paix règne dans notre cher pays. Cher président de la nation, nous vous demandons pardon au nom de nos parents d'effectuer les élections dans la paix et la tranquillité pour une très bonne image que vous avez déjà et que vous l'auriez tous les jours de votre parcours. Nous en profitons pour remercier très sincèrement le président Adrien Mbedi pour le rôle de médiation qui joue avec les honorables députés pour les élections législatives dans la paix. Merci et que les bénédictions soient. Et puis, des jeunes développeurs de jeux vidéo se réunissent pour échanger leurs idées à l'occasion du Game Jam du Bénin. L'événement vise à stimuler les jeunes talents de l'industrie dans le pays. Certains espèrent que les jeux vidéo produits pourront représenter l'Afrique sur la scène internationale. Suivez ici les personnes impliquées dans cette industrie. Alors le Bénin Game Jam, c'est l'une des premières initiatives qui vise en fait à stimuler l'écosystème, à mesurer aussi la potentialité de l'écosystème béninois par rapport justement à l'industrie du jeu vidéo, savoir qui sont les fans, les passionnés de jeux vidéo au Bénin et aussi qui sont les créateurs de contenu, donc les créateurs de jeux vidéo. Mais on est complètement disposé à leur permettre d'aller vers un projet d'entrepreneuriat, à voir comment on peut matérialiser leur jeu vidéo, donc leur idée de jeu vidéo, parce qu'il faut savoir qu'en 24 heures, ils ont eu 24 heures pour proposer une idée, proposer une démo. Donc bien évidemment, le jeu ne sera pas fini. Donc on veut pouvoir aller jusqu'au bout avec ces 3 meilleurs pour leur permettre de créer donc un jeu vidéo qui pourrait être disponible sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Depuis adolescent, on aimait jouer. Et puis, c'est les jeux venus d'ailleurs qu'on jouait tout le temps. Alors, si on arrive à un moment, à un niveau où des programmeurs africains pensent à trouver le moyen de développer des thèmes, de développer des thématiques à travers des jeux vidéo pour, d'une manière ou d'une autre, régler les problèmes qui se posent à l'Afrique, c'est une bonne initiative. Moi, pendant un bon moment, pour moi, un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo du moment que je m'amuse ou j'apprends quelque chose. Mais en grandissant, disons, depuis quelques années, je me dis qu'avec un jeu vidéo aussi, je peux, qui porte une identité culturelle africaine, pourrait être exporté pour que peut-être les Européens ou bien, c'est pas, les Occidentaux puissent voir l'Afrique autrement. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.